Je me présente devant vous ce matin au nom de la Commission de l'Union africaine. Je représente mon directeur qui a été empêché et qui n'a pas pu venir participer à cette très importante session. Comme les premiers intervenants l'ont fait, je voudrais remercier les organisateurs de cette session pour avoir bien voulu convier la Commission de l'Union africaine et le département du développement économique, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Cette conférence, en fait, comme cela a été mentionné, se passe à un moment très important de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous faisons face à trois défis fondamentaux aujourd'hui. On a déjà évoqué ces défis-là qui sont liés à l'effet prolongé de la crise de la pandémie de Covid-19, les effets de la crise russo-ukrainienne et, troisièmement, les conséquences des changements climatiques. Je voudrais, à ce stade, prendre à mon compte un petit peu les remarques qui ont été faites par l'ensemble des intervenants et notamment le discours liminaire du professeur Mangueni, si je ne me trompe pas de nom, qui a fait éloquemment dresser le tableau de ce que le continent traverse aujourd'hui. Mais je voudrais peut-être prendre une autre direction et vous inviter peut-être à regarder dans une autre direction, parce que si vous interrogez l'histoire, vous vous rendrez compte, j'ai du mal parce que je suis très grand et je me retrouve dans une situation où je devrais me courber. Donc, si vous regardez l'histoire, vous allez voir que au niveau de l'Union africaine, déjà, dans les années 80, nous avons fait face à la même problématique, d'accord? Parce que ici devant moi, j'ai un rapport de la réunion du comité directeur, de la première session de ce comité directeur qui s'est tenue du 11 au 14 février 1985. Et lorsqu'on regarde en fait l'ordre du jour, on se rend compte que les points dont nous discutons aujourd'hui sont mentionnés, notamment des points relatifs à la crise alimentaire et à la nécessité d'accroître la production agricole. Merci. Parce que... Oula. Je me sentais déjà complètement brisé avec, avec le dos que je devais incliner. J'espère que vous me suivez un petit peu mieux maintenant. Donc, je disais que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Pourquoi? Parce que si on interroge l'histoire, on va se rendre compte que dans les années 80, nous faisions déjà face aux mêmes problèmes. Les problèmes qui étaient liés aux défis alimentaires auxquels le continent faisait face, problèmes qui étaient liés à l'augmentation exponentielle de la dette africaine, problèmes également liés à la nécessité de restructurer nos économies dans une perspective qui nous permettrait d'atteindre les objectifs de développement qu'on s'est fixés. De ce point de vue-là, je voudrais ne pas citer, vous voyez, les penseurs extérieurs, mais je voudrais citer nos ancêtres, en fait. Je suis allé au village quand j'étais tout enfant, et mon arrière-grand-père m'avait dit en son temps que, mon petit-fils, si tu te retrouves en brousse et que tu constates que tu es passé 2 ou 3 fois devant le même arbre alors que tu cherches la voie de sortie, ça veut dire que tu t'es trompé de chemin. Et je pense que nous nous trompons de chemin depuis un certain moment déjà. Pourquoi? Parce que si on regarde les problèmes qui ont été discutés à la conférence des chefs d'État de 1985, on va voir que nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui et ils n'ont pas été résolus. Pourtant, des solutions avaient été proposées déjà à l'époque et je pense que dans le cadre du propos liminaire du docteur Mangueni, on a entendu parler du plan d'action de Lagos qui était un plan de développement assez bien élaboré et qui avait pour objectif justement de régler un ensemble de problèmes structurels auxquels fait face le continent. Cela m'amène à un constat. Le constat est que si nous continuons en tant qu'Africains à pointer le doigt plutôt à une force extérieure qui nous empêche de trouver des solutions à nos problèmes, on se trompe. Pourquoi? Est-ce qu'il est normal qu'en 2022, on se rende compte que tout le blé que nous avons mangé depuis
les années 70 venaient d'Ukraine. Vous imaginez un petit peu, dans un continent qui est en plein développement. On se rend compte que le blé que nous avons consommé depuis les années 70 venait d'un petit pays, l'Ukraine. Alors que dans le même temps, le continent est doté de plus de 60% des terres arables cultivables, qui sont propices à l'agriculture. Donc ici, il y a nécessité d'une prise de conscience continentale qui nous permettrait non pas de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre, mais de penser au plus profond de nous-mêmes le type de stratégie que nous pouvons mettre en œuvre pour sortir de cette dépendance extérieure, de cette précarité. On peut accuser le système financier international, on peut accuser le système de notation internationale, comme on l'a souvent fait, mais le problème fondamental est que des réformes nécessaires sont à entreprendre pour accélérer la transformation de nos économies. Cela a déjà été dit, la dette de nos pays a plus que doublé sur la période de 2000 à 2022 aujourd'hui. On est passé d'une dette qui était estimée à près de 56% du PIB en 2019 à une dette qui a presque 70% du PIB cette année dans certaines économies. Le service de la dette également est en augmentation dans la mesure où il représente aujourd'hui près de 4% du PIB alors qu'il était à 3,1% du PIB en 2019. Ce qui fait que toutes les ressources que nous produisons, les ressources internes, c'est-à-dire les ressources financières internes, sont consacrées majoritairement au remboursement de la dette au détriment de ce qu'elles doivent constituer le point d'ancrage qui nous permettrait de régler les problèmes structurels auxquels nous faisons face. De ce point de vue-là, avec l'adoption de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Union a développé un ensemble d'axes stratégiques sur lesquels il faudrait se focaliser. Le premier axe stratégique, c'est celui qui nécessite et qui appelle à une accélération de la transformation productive. Transformation productive, pourquoi? Parce que l'agriculture doit être au centre de ce processus de développement. Pourquoi est-ce que nous insistons sur l'agriculture? Parce que si vous regardez les statistiques économiques du continent, vous allez vous rendre compte que nous importons aujourd'hui près de 100 milliards ou 110 milliards de dollars de produits alimentaires, ce qui n'est pas favorable pour un développement durable et ce qui est également qui a pour conséquence l'augmentation de la dette dont nous discutons aujourd'hui. De ce point de vue-là, il est aussi important de favoriser l'industrialisation, industrialiser l'Afrique pour produire les biens et services, les biens surtout, qui sont demandés par le marché local. Nous voyons aujourd'hui qu'on a un marché qui est en construction, un marché que nous appelons la zone de libre-échange continentale, avec une population de près d'1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, marché qui est appelé à croître très rapidement pour devenir un marché à 2,7 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Comment faisons-nous pour nourrir cette population-là? Comment faisons-nous pour adresser le problème de production locale pour que les ressources que nous avons ne soient plus consacrées à l'importation de ressources extérieures? En deuxième point, il faut investir dans le futur. Et ça, je pense que le professeur Chika Orama en a parlé. Il a parlé justement de l'investissement dans les ressources humaines. Ça a également été repris par le représentant du programme des Nations Unies pour le développement. Tous ces investissements doivent permettre de tirer le meilleur parti de la digitalisation afin d'accélérer la transformation productive. Troisième axe de politique, c'est l'amélioration de la mobilisation des ressources internes. Je pense que cela a déjà été mentionné plusieurs fois. Une meilleure taxation des entreprises, qu'elles soient locales ou internationales, une meilleure collecte des ressources internes par l'impôt et surtout une meilleure utilisation de ces ressources pour le développement et l'investissement. Quatrièmement, il convient d'améliorer et de renforcer les mécanismes de gouvernance interne. On a parlé déjà de la question des flux financiers illicites qui privent le continent de près de 3,6% de son PIB pour un montant estimé à plus de 89 milliards de dollars. Vous imaginez
89 milliards de dollars, c'est 3,6% du PIB de l'Afrique qui pourrait financer les projets de transformation économique. Cinquièmement, il faut promouvoir et renforcer la stabilité macroéconomique. Je ne vais pas insister là-dessus, ça a déjà été dit, notamment avec la lutte contre l'inflation importée et tous les effets corollaires qui en découlent. Et sixièmement, et c'est ça le point le plus important, c'est de se focaliser sur la mise en œuvre des recommandations que nous formulons. Pourquoi? Parce que si nous ne pouvons pas mettre en œuvre les recommandations, alors malheureusement, nous ne pourrons pas construire l'Afrique que nous voulons, une Afrique prospère, une Afrique unie, une Afrique qui est libérée des problèmes comme ceux de la dette dont nous parlons tantôt. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que dans l'équation du développement de l'Afrique, il ne faut pas qu'on se trompe. La dette n'est qu'une variable de l'équation. La dette n'est qu'une variable de l'équation et donc il est indispensable de s'investir dans la prise en compte de tous les facteurs qui influencent l'équation du développement pour apporter une solution qui soit une solution compréhensible. Mais le plus important encore, c'est le fait que les pays africains et les Africains doivent être conscients que personne, ni le système des Nations Unies, ni les bailleurs de fonds bilatéraux, ni quelques philanthropes que ce soit, ne peuvent venir ici pour faire le travail qui nous incombe, celui de transformer ce continent, celui de le libérer du fardeau de la dette et de tous les autres fardeaux qui entravent son développement. We call for policies and practices that put people first. We call for policies and practices that put people first.